Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce magazine. Dans le numéro de ce soir, nous parlerons de la Somalie où la famine continue à secouer ce pays. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants sont menacés de mort. Un trafic des enfants entre la Chine et le Vietnam a été démantelé, à suivre dans ce magazine. Puis nous ferons un tour au Gabon où certaines familles par manque de logement construisent leur maison dans un ancien cimetière. Voilà pour le sommaire. À Libreville, au Gabon, certaines familles impulsées de chez elles qui ne savaient pas où aller ont décidé de cohabiter avec les morts, c'est-à-dire ont construit leur maison dans un ancien cimetière. Le paisible quartier Mboé à Libreville est en pleine effervescence. Les chantiers sont nombreux et les maisons sortent de terre à un rythme élevé. Le terrain n'est pas viabilisé et aucun plan ne structure cet ancien cimetière désaffecté que la propriétaire vend par lot. La famille Edumba n'a pas eu le choix. Chassée par les autorités de leur ancien quartier, sans être relogée, elle a trouvé refuge dans cette zone. Mes maisons ont été cassées du côté de Jean-Paul II. Ils ne nous ont pas donné d'abri avec la famille. Qu'est-ce que je pouvais faire à l'époque? Je ne pouvais que rentrer. Ici, à Mboué, malheureusement, c'est un cimetière. C'est un cimetière. On ne peut pas quand même cohabiter avec les morts. Et en creusant les fondations des maisons, il y a parfois des découvertes macabres. Le jour qu'on faisait le puisard, on a vu un corps enveloppé, des crânes, les os, on était obligé d'aller jeter. Mais le plus souvent, les nouveaux habitants cohabitent avec les morts et leurs sépultures qui jouxtent les maisons et les tombes font désormais partie du décor quotidien. Ils ont laissé les tombes à côté, non pas cassées, non pas... Donc ça dit quelque chose, que ce sont les gens qui meurent, ils sont toujours ensemble avec nous. Non, on n'a pas peur. On dort, ce sont eux qui nous protègent. On mange, on verse pour eux aussi, pour que nous protègent ici. Des milliers de familles sont confrontées à cette précarité. Et si le gouvernement est conscient de la situation, il en reste au stade des colloques. Aucun plan n'est envisagé pour viabiliser les terrains disponibles et offrir une alternative pérenne aux populations. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, accueillera du 3 au 4 août prochain la réunion du caucus africain qui réunit les gouverneurs africains du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Kinshasa se fait porte-parole des intérêts africains au sein des institutions financières internationales. La capitale de la République démocratique du Congo accueillera du 3 au 4 août la réunion du caucus africain qui réunit les gouverneurs africains du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Placée sous l'égide du président Joseph Kabila et du ministre des Finances Matata Ponyo, cette réunion appelle à une concertation sur la crise financière mondiale. Il y a une large éventail de problèmes qui se posent actuellement dans la situation financière mondiale. Il y a des crises un peu partout et l'Afrique doit savoir comment se prémunir ou comment atténuer le choc de ces crises que l'on observe ici et là. Pour peser lors des forums internationaux, l'Afrique doit parler d'une seule voix. La réunion de Kinshasa sera l'occasion d'harmoniser les points de vue afin d'anticiper les prochaines réunions des institutions internationales. Nous pensons que l'Afrique, avec la place qu'elle occupe et les perspectives d'avenir qui sont les siennes, est en droit d'occuper un espace beaucoup plus confortable et beaucoup plus qui lui permette d'émettre des points de vue de manière plus efficace au niveau du Fonds monétaire international. Le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, qui assure la présidence tournante du caucus africain, a indiqué que le pays entend jouer un rôle prépondérant pour défendre les intérêts africains en concertation avec le directeur général du FMI et de la Banque mondiale. Le président camerounais était ce week-end l'hôte de son homologue nigérian à Abuja. Au centre de leur entretien, la définition d'un nouvel accord frontalier avant la fin de l'année 2012. Le Cameroun et le Nigeria sont bien décidés à délimiter clairement leurs frontières communes. Les deux pays se sont réunis ce week-end à Abuja. La conclusion de cette rencontre, un nouvel accord frontalier sera défini avant la fin 2012. Une commission des Nations Unies a été mise en place pour une entente rapide. Les priorités, gérer la question des hydrocarbures, du banditisme et des zones litigieuses au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Le Cameroun et le Nigeria sont composés d'un seul peuple séparé par des frontières artificielles.
Cette frontière date essentiellement d'un accord anglo-allemand de 1913. La nouvelle démarcation devrait permettre aux deux pays de stabiliser et de pacifier leurs relations. À ce jour, 1600 km de frontières ont été définis. Les 350 km restants seront à l'ordre du jour de leur prochaine réunion à Yaoundé les 8 et 9 décembre. Le président nigérian a annoncé ce mercredi que le pays pourra connaître désormais un mandat présidentiel unique. Goodluck Jonathan est à la tête du Nigeria depuis le mois d'avril dernier. Le Nigeria vers un mandat présidentiel unique. L'annonce a été faite mercredi par le chef de l'État Goodluck Jonathan. Un projet de loi à cet effet serait en préparation. L'objectif est de réduire les coûts des élections et de mettre fin aux violences à répétition qui émaillent les scrutins électoraux dans le pays. Ça serait au fond un seul septennat qui permettrait justement au président élu de pouvoir mettre en place dans la durée son programme, son projet de société pour son pays. Ça permettrait d'apaiser aussi un petit peu le climat politique, de sorte que, sachant que le président ne ferait qu'un tour, il mettrait tout en œuvre d'abord pour accomplir son programme. Et ensuite, comme il ne concourrait pas pour le mandat suivant, ça pourrait être une très bonne chose, justement. La constitution actuelle du Nigeria prévoit un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Reste maintenant à savoir l'accueil que réserveront les parlementaires à cette proposition du chef de l'État nigérien. Pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit soumise à l'Assemblée fédérale, puis ensuite aux États fédérés, qui pourraient effectivement juger de l'opportunité politique, de l'opportunité constitutionnelle, l'opportunité juridique justement d'une telle modification, d'un tel chambardement. Ça serait aussi, si c'était justement adopté, une preuve de la maturité politique, de la maturité démocratique, de la maturité républicaine, fédérale, nigériane. Élu en avril dernier, dans un climat sociopolitique très tendu, Goodluck Jonathan espère à travers cette mesure réduire les risques de chaos à l'approche des échéances électorales. Cette proposition de loi, si elle est adoptée, s'appliquera également aux 36 gouverneurs du pays. Au Sénégal, la date de clôture d'inscription sur les listes électorales s'approche. Les jeunes contestent la manière dont se déroule l'opération d'inscription pour l'acquisition des cartes d'électeurs. Les bureaux d'inscription sont surchargés. De son côté, l'opposition demande le report de cette date de clôture. L'affluence dans les bureaux d'enregistrement sur les listes électorales au Sénégal. La clôture des inscriptions est prévue le 31 juillet. Les Sénégalais profitent donc des derniers jours pour demander leur carte d'électeur. Cette affluence massive est perçue comme un succès par l'opposition. Ces derniers jours, nous avons noté l'engouement, certainement grâce à la campagne, à toutes ces campagnes citoyennes lancées par les uns et par les autres. Cet engouement doit être encouragé par une décision, disons, de prorogation. Pour l'opposition, cet engouement citoyen ne doit pas être freiné. Elle souhaite reporter la date de fin d'inscription sur les listes électorales. Ce que nous demandons, ce n'est pas d'avantager un concurrent. Ce que nous demandons, c'est simplement de permettre aux électeurs sénégalais, aux potentiels électeurs, de pouvoir participer. Permettre à des citoyens de s'inscrire est un acte, à mon avis, éminemment démocratique. Mais ce report des inscriptions sur les listes électorales, s'il venait à se faire, serait le deuxième. Reste à savoir à présent si le président Abdoulaye Wade acceptera cette proposition. L'Amnesty International dénonce le climat de peur qui règne en Côte d'Ivoire, empêchant ainsi le retour au bercail de nombreux réfugiés. Un demi-million d'Ivoiriens n'ont toujours pas pu rentrer chez eux, déplacés dans leur propre pays. 170 000 autres sont toujours réfugiés au Libéria voisin. Selon Amnesty International, ils sont terrorisés, victimes de représailles sanglantes. Certaines personnes qui ont essayé de retourner dans leur village d'origine ont été attaquées, d'autres ont été tuées, les femmes ont été violées dans les plantations. Les attaques visent surtout les Ivoiriens appartenant à des ethnies proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Amnesty accuse les forces républicaines de Côte d'Ivoire et la milice d'Ozo de chasseurs traditionnels. Il y a un climat de vengeance qu'on ressent chez certaines personnes, ce qui peut se comprendre parce que les gens ont souffert sous le régime de Gbagbo. Ce qui est très inquiétant, c'est que ce climat de vengeance est toléré. Et parfois, ce sont les forces de sécurité elles-mêmes qui sont à l'origine de ce climat. Le rapport d'Amnesty International tranche avec la volonté affichée par Alassane Ouattara, le président ivoirien. Depuis son accession au pouvoir, il appelle à la réconciliation et à la justice,
dans un pays profondément divisé. Lors d'un déplacement aux États-Unis, il a promis une nouvelle fois ce mercredi qu'il n'y aura aucune impunité. Ceux qui ont commis des crimes feront face aux juges. Et s'ils sont jugés coupables, ils iront en prison ou seront punis en fonction de ce que prévoit la loi. Mais Amnesty International demande au président ivoirien de créer une force de sécurité impartiale et de démanteler la milice d'Ozo. En Libye, l'ancien ministre de l'Intérieur de Mohamed Kadhafi, chef militaire des insurgés, a été retrouvé mort jeudi dernier à Benghazi. Ce dernier aurait été tué par des hommes armés. Malgré de nouveaux soutiens diplomatiques, les rebelles libyens rencontrent des difficultés sur le front militaire. Ils ont perdu jeudi leur chef d'état-major alors qu'ils venaient de s'emparer de 2 localités près de la frontière tunisienne. Abdel Fattah Younes, l'ancien bras droit de Kadhafi, a été tué par un groupe d'hommes armés alors qu'il se rendait à une commission d'enquête. Un coup dur pour l'insurrection libyenne. Le régime tyran de Mouammar Kadhafi continue de menacer de mettre fin à notre révolution, ses héros et ses idoles. Le CNT voudrait annoncer 3 jours de deuil. Deuxièmement, nous nous consacrons à la recherche des criminels et des cadavres de nos martyrs. Troisièmement, ceci est le dernier avertissement aux forces kadhafistes. Les circonstances de la mort du général, dont le corps n'a pas été trouvé, restent très confuses. Les rumeurs d'un règlement de compte vont bon train. À la fois chez les kadhafistes qui le considéré comme un traître, mais aussi chez certains insurgés qui n'ont jamais accepté de voir leur armée dirigée par un ancien proche de Mouammar Kadhafi. Un coup dur pour l'insurrection libyenne qui compte à son actif certaines avancées sur le plan diplomatique. Mercredi, la Grande-Bretagne lui a clairement apporté son soutien, une décision dénoncée par le régime libyen. Je suis ici pour dénoncer la mesure prise par le gouvernement britannique, que nous considérons comme irresponsable et illégale, car elle est sans précédent dans l'histoire de la diplomatie internationale. Il viole à la fois le droit national britannique et le droit international. La Grande-Bretagne, qui participe activement aux opérations contre les forces pro-Kadhafi en Libye depuis la mi-mars, a pris la décision de mettre fin au gel des actifs pétroliers libyens bloqués dans le cadre d'une résolution de l'ONU et de les conférer aux rebelles libyens. Bonne nouvelle pour les Somaliens, les familles des milliers d'enfants menacés de mort pourraient se réjouir avec la mise en service d'un pont aérien pour l'acheminement de tonnes de nourriture. Cependant, la quantité alimentaire est insuffisante. Dans ses bras, le corps de sa fille. Sous les yeux de son épouse, ce père enterre son enfant. À côté, d'autres tombes, toutes celles d'enfants, les premières victimes de la faim. Pour leur venir en aide, le Programme alimentaire mondial a commencé hier un pont aérien sur la capitale somalienne, Mogadiscio. Dans les soutes, du riz et des suppléments nutritionnels, 100 tonnes de vivres qui devraient être acheminées en quelques jours, une aide d'urgence déjà insuffisante. Ça dépendra de la quantité car nous avons environ 2 jours de nourriture. Si nous en avons assez, on donnera tous les jours, sinon je pense que ce sera tous les 2 ou 3 jours. Cette famine provoquée par une grave sécheresse touche toute la corne de l'Afrique. La Somalie d'abord, mais aussi le Kenya, l'Éthiopie, Djibouti et une partie de l'Ouganda. Au total, 12 millions de personnes souffrent de la faim. Rien que pour la Somalie, l'ONU a chiffré l'aide nécessaire à 1,6 milliard de dollars. Malgré les réunions internationales du début de semaine, l'aide se fait attendre. L'Union européenne n'a débloqué que 158 millions d'euros. Autre difficulté, les conditions de distribution de cette aide. Dans le sud de la Somalie ravagée par la guerre, les tribus rebelles empêchent les ONG d'acheminer les vivres. Des milliers de Somaliens ont